Bonjour et bienvenue à la lecture assistée du chapitre 3 du cours de métrologie. Le chapitre 3 est en fait la métrologie dans l'entreprise. On a vu au premier chapitre que la métrologie industrielle comportait deux volets. On parlait des mesures en elles-mêmes, donc ce qu'on appelle la métrologie opérationnelle, et la calibration des équipements de mesure qu'on appelle la métrologie conventionnelle. En ce qui concerne la métrologie opérationnelle, qui s'en occupe? En fait, c'est un peu tout le monde dans le business. Tout ce qui implique une mesure dans le processus de fabrication d'un produit, c'est considéré comme la métrologie opérationnelle. Donc, autant un employé qui pèse la résine avant de mouler, qu'un machiniste qui fraise un accessoire, ou l'employé de finition qui installe un essor, ça fait toute partie de la métrologie opérationnelle. C'est donc la responsabilité de pas mal tout le monde de savoir utiliser ces outils, de s'assurer de leur calibration et s'assurer aussi de l'état de fonctionnement avant de les utiliser. C'est la même chose pour vous. Un bon technologue, dans les bonnes pratiques, va toujours vérifier si son outil est calibré et s'il est fonctionnel avant de prendre une mesure. Sinon, qu'est-ce qui peut nous assurer que la mesure qu'on va prendre va être vraie et bonne? Or, on peut dire que certaines parties de la métrologie opérationnelle c'est chapeautée par le département de la qualité au sein de l'entreprise. Les inspections, les analyses métrologiques sont souvent faites d'ailleurs par des employés qui ont une formation spécialisée dans ce domaine-là ou un domaine spécialisé plus précis de la métrologie. Ces parties de la métrologie opérationnelle sont souvent intégrées à même les programmes d'assurance qualité ou de contrôle de qualité. En ce qui concerne la métrologie conventionnelle, c'est toujours la responsabilité d'ailleurs du département de la qualité. Chapitre 3.1, le département de la qualité. En fait, c'est quoi le but du département de la qualité? On pourrait simplement dire que ça assure la qualité du service ou du produit de l'entreprise par le biais de programmes d'assurance qualité ou de contrôle qualité. C'est la définition du département de la qualité. Il est donc primordial que le département de la qualité soit indépendant des autres départements comme celui de la production ou celui de l'ingénierie méthode, même s'il faut qu'ils collaborent entre eux. Pourquoi? Mais pourquoi il faut qu'ils soient absolument indépendants? La première question à se poser, c'est quoi le but de chacun des départements? Le but de la production, c'est quoi? C'est de produire le plus de produits et le plus rapidement possible. C'est quoi le but des méthodes d'ingénierie? C'est d'optimiser puis simplifier toutes les étapes de la production pour diminuer les coûts. On peut donc voir que le but de chacun des départements est différent et c'est normal et c'est correct. En ayant des buts différents, là, c'est normal qu'il va y avoir certaines frictions. Sauf que les trois départements que j'ai nommés sont absolument essentiels pour le bon fonctionnement de l'entreprise puis de la production. Donc maintenant, il faut se poser la question de pourquoi c'est donc important que le département de la qualité reste indépendant. Pour répondre à cette question-là, on va s'imaginer des situations. La première situation, si la production contrôlerait le département de la qualité. La production, on a rappelé que son but, c'est de produire le plus de produits le plus vite possible. Donc, on peut dire que la production, c'est un département qui est relativement stressant. On voit très fréquemment que les employés de production essaient de passer des pièces non conformes sans nécessairement le souligner. En fait, c'est très normal et commun. Pourquoi est-ce que ces gens-là font ça? Pour plusieurs raisons, notamment, c'est souvent des gens qui veulent éviter la confrontation, ils veulent pas se faire dire que c'est leur faute, ils s'en sont pas aperçus. Il y a plusieurs affaires qui disent ah c'est correct, là, ça va passer. C'est souvent pas mal intentionné. C'est souvent ah ça va passer, puis c'est correct, puis y a pas de problème, puis c'est normal parce que les autres leur travail c'est de produire le plus possible. Si la qualité serait contrôlée par production, on peut aussi se douter qu'ils vont essayer d'en passer le plus possible à son client sans qu'il s'en rende compte. C'est normal parce que, on rappelle, l'objectif, c'est de diminuer le temps qu'un produit va passer dans l'usine. Donc, imaginons, quand tu fais des retouches, quand tu fais des inspections, quand tu fais des réparations, ça diminue la productivité. Ton produit va passer plus de temps dans l'usine. Bref, si qualité serait contrôlée par production, qu'est-ce qui arriverait? C'est fort probable que la production ferait tourner les coins ronds. En ce sens, la production et le département de la qualité sont toujours en conflit d'intérêts. C'est important que les deux départements soient 100% indépendants. Imaginons maintenant une deuxième situation. Si les méthodes ou l'ingénierie, c'est souvent le même département, contrôlent le département de qualité. Le département, en fait, de l'ingénierie et des méthodes a tendance à pousser la qualité pour sortir des produits rapidement. Pas autant que production parce que c'est pas la même chose. C'est normal parce que, en fait, ingénierie et méthode, c'est souvent eux qui gèrent les projets et veulent optimiser les étapes de fabrication du produit. Donc, si le département de la qualité c'était contrôlé par méthode d'ingénierie, on pourrait s'attendre à un petit peu un manque de rigueur dans les inspections, dans l'application des tolérances, question d'accélérer le processus. Il y aurait tendance à dire ah ce produit-là, on demande telle tolérance, mais dans la réalité, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Il y a une certaine conscience, mais il y a aussi un but d'optimisation chez méthode d'ingénierie.
Bref, à travers les deux exemples que je viens de donner, on peut comprendre pourquoi le département de la qualité doit être indépendant. Le département de la qualité, je rappelle, s'assure que les produits quittent l'usine en respectant les standards de qualité du produit et ou du service. En fait, vous verrez plus en détail le rôle important que joue le département de qualité dans les autres cours du DEC, notamment dans le cours Maîtrise et assurance de la qualité que vous allez avoir en quatrième session avec Alain. Chapitre 3.2, les acteurs importants au département de la qualité. Ben, on vient de parler un petit peu du département de la qualité. Évidemment, c'est pas juste une personne, ça comporte plusieurs personnes qui travaillent pour eux, de nombreux acteurs, qui sont tout aussi importants les uns que les autres. Dans ce chapitre-là, on va juste présenter rapidement les différentes personnes qui travaillent au sein de ce département-là. Vous allez vraiment voir ça dans le cours de maîtrise des procédés assurance qualité là, en quatrième session. Donc 3.2.1, l'inspecteur qualité. L'inspecteur qualité, en fait, c'est le premier pilier du département. C'est sûr que ça dépend de la grosseur de l'entreprise, mais en général, il y en a plusieurs. L'inspecteur qualité, c'est lui qui va constater la qualité du service ou du produit. Dans ce sens-là, ça veut dire que c'est lui qui va mesurer et qui va noter l'écart face à la tolérance. L'inspecteur, évidemment, il doit avoir une bonne intelligence spatiale et doit avoir une forte compréhension de lecture et d'interprétation de plan. D'ailleurs, si vous voulez, c'est souvent un poste d'entrée pour un technologue en composite. Donc, quand vous sortez de l'école, puis vous voulez travailler en qualité, inspecteur, ça va souvent être la première étape que vous allez faire. Donc, mettons, l'inspecteur qualité, lui, va lire le plan de contrôle, va effectuer les mesures, mais c'est pas lui qui va prendre nécessairement des décisions. Il mesure, il dit est-ce que c'est bon, c'est pas bon, et ça finit là. En fait, ce que vous avez fait dans votre cours de travaux d'atelier, quand vous inspectiez vos blocs, ben en fait, vous agissez en tant qu'inspecteur qualité. 3.2.2, le contrôleur qualité. Le contrôleur qualité, c'est un poste souvent occupé par un inspecteur qui a un peu plus d'expérience et qui a souvent une bonne formation technique. L'un n'implique pas l'autre, mais en général, c'est souvent ça. Il peut être mené, dans le cadre de ses fonctions, à réaliser lui-même les inspections, donc il arrive qu'il mesure lui-même, mais son rôle principal, c'est de trouver les problèmes racines qui occasionnent les non-conformités. C'est vraiment dans un but d'amélioration continue qu'il vise à résoudre les problèmes de façon permanente. Exemple, les inspecteurs qualité flaguent tout le temps que la même déformation sur la pièce est toujours à la même place. Mais c'est pas la responsabilité de l'inspecteur de trouver c'est quoi le problème puis de régler le problème. La job de l'inspecteur, c'est de le flaguer. Le contrôleur qualité, lui, va dire Hey Colin, ça fait 5, 6, 7 pièces qu'on marque le même défaut à la même place. Quel est le problème racine? Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème-là pour plus que ça arrive? En ce sens-là, il va souvent collaborer avec les autres départements. Il va souvent collaborer avec production, il va souvent collaborer avec méthode. En ce sens, le contrôleur qualité va avoir un certain rôle décisionnel au sein de l'entreprise. Les contrôleurs qualité, souvent, vont réaliser et réviser de la documentation technique au sein de son département. On parle ici, il peut rédiger des plans de contrôle ou les réviser, des procédures d'inspection, des registres, n'importe quoi un peu. Là, les contrôleurs qualité vont quand même vraiment avoir un plus gros pouvoir décisionnel que l'inspecteur. Chapitre 3.2.3, le métrologue. Le métrologue, c'est un technicien spécialisé dans l'art de la mesure. Il se distingue souvent de l'inspecteur par sa grande minutie, sa compréhension vraiment plus approfondie des concepts de tolérancement. Il manipule pas mal plus souvent des outils de grande précision, exemple comme un bras articulé ou une CMM. Les tâches classiques là, du métrologue sont souvent d'analyser les plans, réaliser les montages pour les inspections, mesurer, faire des écritures de rapports métrologiques et souvent faire des recommandations. Le métrologue est évidemment un employé du département de qualité, sauf que ce gars-là, il va travailler étroitement avec les autres départements comme méthode ingénierie production. Donc, il collabore beaucoup avec les autres départements. On trouve souvent des métrologues dans les entreprises aéronautiques. C'est normal parce qu'en fait, dans le domaine aéronautique, c'est souvent là que la précision est un enjeu critique. Or, dans certaines entreprises, il n'y a pas tout le monde qui a les moyens d'avoir un métrologue à temps plein. Ça coûte très cher. C'est des gens qui sont spécialisés, par conséquent, sont dispendieux. Mais, mettons, dans certains cas, vous pouvez utiliser ou faire affaire avec des entreprises spécialisées. Exemple, Créaform, qui est une compagnie d'ici. Il y en a beaucoup d'autres là, qui peuvent vous passer des métrologues pour le temps que vous avez besoin. Donc, c'est exemple, vous avez besoin de faire inspecter des pièces pour 2-3 semaines parce que vous en avez plusieurs à faire passer. Ben, vous les appelez puis ils vont venir vous fournir un métrologue sur place. Le métrologue, c'est souvent un individu qui est assez discret, qui aime travailler dans la tranquillité. C'est souvent quelqu'un qui est autonome, rigoureux et très minutieux. C'est important d'ailleurs, dans les qualités principales d'un bon métrologue. Il a souvent des bonnes connaissances techniques, ce qui lui permet de bien analyser les pièces et les plans.
Au Québec, nous, on n'a pas vraiment de formation professionnelle là, pour devenir métrologue, parce qu'il n'y a pas d'ordre professionnel notamment. Donc, pour devenir métrologue, c'est un petit peu flou comme parcours. Il y en a plusieurs d'entre eux qui ont une technique en génie mécanique ou une technique en génie industriel. Il y en a d'autres qui sont déjà ingénieurs ou qui ont des baccalauréats en sciences. Il y en a beaucoup aussi qui ont souvent des maîtrises, des doctorats. Vous pouvez en trouver un peu de tous les genres, là. Comme je dis, c'est plutôt flou là, comme parcours professionnel, là. En fait, les métrologues deviennent souvent métrologues en ayant une formation de sciences et avec beaucoup d'expérience. Chapitre 3.2.4, le coordonnateur ou directeur qualité. Mais en fait, dépendamment de la dimension de la compagnie, il peut y avoir un ou plusieurs coordonnateurs, mais il y aura toujours qu'un seul directeur. Sauf que dans plusieurs PME, on combine souvent ces postes-là ensemble. Fait que, mettons, dans une pas trop grosse entreprise, souvent, on va l'appeler un coordonnateur ou le directeur qualité. Dans les deux cas, c'est un poste qui est super intéressant pour un technologue en composite avec quelques années d'expérience en qualité. Le coordonnateur directeur qualité a ce on appelle ça vraiment un rôle préventif. C'est lui qui est le gardien de la qualité de l'entreprise. C'est lui qui est garant de la qualité des produits qui sortent de sa business. Il doit donc s'assurer que les procédures, les registres, la documentation est à jour. Il y a aussi souvent le lien avec le client pour s'assurer de sa satisfaction. Donc, c'est lui qui va vraiment gérer l'aspect de la qualité au sein de l'entreprise. De plus, le coordonnateur ou directeur qualité est celui qui est responsable du système qualité qui est utilisé dans la compagnie et il planifie et lance divers audits. Là, je lance ces termes-là, c'est des termes un peu complexes, je suis au courant. Vous allez vraiment voir ça beaucoup plus en détail à partir de la prochaine session avec Alain là, dans vos cours de qualité, mais c'est important de dire ces mots-là, question que vous soyez habitués de les entendre. Le coordonnateur directeur qualité assure aussi une fonction de gestionnaire. C'est souvent lui qui va gérer l'équipe d'inspecteurs, l'équipe des contrôleurs. C'est lui qui va gérer l'aspect financier du département. Il va souvent aussi coordonner les activités associées à la qualité. Il doit s'entendre avec les autres départements. Bref, coordonnateur directeur qualité, c'est souvent un poste qui est vraiment intéressant pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là. Avec quelques années d'expérience, c'est vraiment un poste intéressant. Donc, on va sortir des employés de la qualité pour passer au local de métrologie. Donc, le chapitre 3.3, c'est sur le local de métrologie. Je tiens à dire que c'est pas toutes les entreprises qui possèdent un local de métrologie. Ça coûte plutôt cher. La majorité des entreprises industrielles n'en ont pas parce qu'elles n'ont pas à respecter des tolérances très serrées. Sauf que dans certains domaines de précision, mettons l'aéro, l'automobile, ils ont besoin d'une grande précision. En ce sens-là, ils vont avoir un local de métrologie. Donc, à la figure 8, on peut voir un exemple de local de métrologie. D'ailleurs, ce local-là est équipé avec des très belles CMM. Donc, le local de métrologie doit respecter des critères. Voici quelques-uns d'entre eux. Le local doit être sur une dalle de béton indépendante du reste de l'usine. On s'entend, le passage d'équipements lourds dans l'usine, tel un chariot élévateur, fait qu'un lift, peut faire varier les mesures lues sur une CMM. CMM, c'est Coordinate Measuring Machine. À long terme, les vibrations induites par la machinerie de l'usine pourraient clairement décalibrer aussi les équipements parce qu'ils sont de très haute précision. Notamment, quand je travaillais chez Johnson Aerospace, même si on avait une dalle de béton indépendante, donc elle est coulée à part de l'autre, si le lift était chargé puis passait proche du local de métrologie puis vous preniez une mesure, on voyait une certaine variation. Donc, c'est hyper important que le local doit être sur une dalle de béton, puis même à ça, souvent, il peut avoir quand même des vibrations. Elles vont être de beaucoup réduites si on est sur des dalles indépendantes. Critère numéro B, le local doit être isolé du reste de l'usine. Les inspecteurs et les métrologues doivent avoir un haut taux de concentration pour réaliser leurs tâches. On s'entend, c'est très important ce qu'ils font. Le local doit donc limiter les coups de vent et doit être un environnement de travail silencieux. En isolant le local avec des portes avec une étanchéité, ça nous permet de limiter aussi l'entrée des contaminants, des poussières en plus de donner une meilleure isolation acoustique. Critère numéro C, l'accès au local doit être limité. Par souci d'indépendance du département de la qualité et ou le département de la métrologie, l'accès au local se doit d'être limité aux personnes responsables des projets et aux inspecteurs. De plus, certains employés de la production peuvent avoir tendance à prendre les outils de meilleure qualité, comme notamment des pieds à coulisses numériques pour leur station. D'ailleurs, ça m'arrivait quand je travaillais chez Composite VCI. Si les technologues cachaient pas leurs bons pieds à coulisses ou cachaient pas ci, cachaient pas ça, certains outils, les employés de production sur le chiffre de soir avaient tendance à venir fouiller puis prendre les affaires. Par conséquent, ça amenait une certaine problématique parce que
Quand tu arrives pour faire une inspection, puis t'as plus ton pied à coulisse, ben il est rendu où, puis c'est jamais la faute à personne. Donc c'est pas méchant, mais eux autres aussi, ils veulent avoir accès à des meilleurs outils par conséquent. Si l'accès n'est pas limité ou pas barré, vous allez avoir tendance à avoir des mauvaises surprises. Critère numéro 2, le local doit être contrôlé en température et en humidité. On s'entend pour limiter la dilatation thermique des outils ou des pièces à inspecter, la température du local doit être à 20 degrés Celsius plus ou moins 1. L'humidité relative, tant qu'elle, doit être à 50 plus ou moins 15. Les conditions que je viens d'énoncer doivent toujours être respectées avant d'entamer l'inspection, et ce, à l'année longue. On recommande évidemment toujours de laisser tempérer une pièce, un outil avant une inspection pour s'assurer que les mesures soient les plus adéquates possibles. Donc, ça a l'air niaiseux, mais mettons, vous mesurez des pièces métalliques, c'est l'été, on est centre-ville de Montréal, il fait 44 degrés Celsius, 43, vous allez pas l'inspecter straight, là, parce que clairement que la pièce va être un petit peu plus grosse que prévu. Idem, dans le shop, l'hiver, des fois, il fait pas mal plus frais. Donc, si, mettons, vous devez l'inspecter métrologiquement parlant, vous devez la mettre et la laisser tempérer plusieurs heures avant de pouvoir l'inspecter. Même chose pour les outils. Les outils, eux autres aussi, sont souvent faits à base de métaux. Par conséquent, ils se dilatent thermiquement. Certaines entreprises, mettons, calibre NASA, vont aussi contrôler la pression dans les salles de métrologie. Là, c'est pas la majorité. Là. Déjà que vous soyez contrôler température, humidité, c'est excellent. Critère numéro E. Le local doit être équipé de filtres à poussière. Évidemment, le local de métrologie, il se doit d'être exempt de poussière, de contaminants, de cochonneries qui viennent de l'extérieur ou de même l'usine. Donc, habituellement, il va être équipé de filtres à poussière, particulièrement dans les usines de composites, qui sont souvent très poussiéreuses à cause de la découpe et de la finition. C'est un peu normal. En plus que la poussière de fibre de verre, c'est pas super bon pour les équipements. Par conséquent, c'est normal que le local de métrologie va avoir ses filtres à poussière. Critère numéro F. Le local doit avoir un éclairage adéquat. Big surprise, là. Un bon éclairage facilite grandement la qualité du travail des inspecteurs et des métrologues. On utilise toujours un éclairage blanc-froid. Le blanc chaud est moins recommandé, notamment si vous faites des inspections aussi de couleur. On prend toujours blanc-froid. Critère G. Le local doit être peinturé de couleur pâle. Ça semble niaiseux, mais en fait, c'est absolument essentiel. Une couleur pâle reflète bien la lumière et n'altère pas l'éclairage de la salle. En plus, lorsque vous allez faire une inspection esthétique, comme la comparaison d'une couleur, vous mesurez le lustre, la couleur ambiante peut altérer notre jugement. En ce sens-là, un blanc froid est souvent mis de l'avant, comme dans les salles blanches. Donc, on utilise toujours un éclairage blanc-froid avec une couleur blanc-froide. Critère numéro H. Il est recommandé d'avoir un plancher facile à laver qui n'accumule pas la poussière. Ça aussi, ça semble niaiseux, mais c'est absolument important. Pour éviter l'accumulation de poussière, le contaminant, dans les salles d'inspection, on utilise souvent un revêtement adéquat qui permet un lavage fréquent du plancher. Donc, vous devez éviter d'être directement sur béton, qui est comme souvent le cas dans les usines. On va mettre un revêtement comme le style un bon prélard ou un coating époxy. L'important, c'est qu'on puisse laver le plancher de manière régulière. Dans certaines entreprises qui sont très spécialisées, il y a certaines salles de métrologie qui sont accessibles par un sas de décontamination. On peut voir un exemple à la figure numéro 9. Donc, avant de rentrer, vous devez souvent porter, comme dans les salles blanches, donc un sarrau. Vous devez être exempt de poussière et vous devez passer dans un sas de décontamination. Ça a l'air un peu intense, mais exemple, vous travaillez pour une compagnie qui fait de l'optique. Ben là, on s'entend, les précisions sont au-dessus du micron. C'est le genre de truc que vous allez devoir passer au travers. C'est normal, ça prend pas grand-chose, une petite poussière pour sortir des tolérances qui sont demandées. Par conséquent, dans certaines entreprises de très haute qualité ou très haute précision, vous allez devoir passer par un sas de décontamination. Alors, c'est ce qui conclut la lecture assistée du chapitre 3 qui représentait la métrologie dans une entreprise. On se parle au prochain chapitre, c'est-à-dire le chapitre 4.